est maître de conférence émérite en lettres modernes à l'Université de Nantes. Il est auteur de la monographie Diderot, le combattant de la liberté, parue chez Perrin en 2013. Il a co-organisé cet été le colloque Les morales de Diderot à Cerisy. Et alors, c'est des infidélités à Diderot un petit peu, mais il est aussi l'éditeur des œuvres complètes d'Helvétius en 3 volumes, dont le dernier a été publié il y a quelques mois. Voilà, je lui laisse la parole. Oui, merci. Ben, j'ai aussi commis d'autres infidélités, notamment du côté de Voltaire. Alors, pour revenir à Diderot, ma communication sera plus modeste que les précédentes. Je ne présenterai pas de synthèse. Je me propose juste d'aller au texte, de parcourir au plus près, mais dans la limite des 30 minutes, les 6 premières pensées philosophiques qu'on résume généralement sous le titre « L'apologie des passions ». Alors, je vais faire comme le simple manouvrier dont il est question dans les pensées sur l'interprétation de la nature. Je vais creuser en aveugle, en espérant de trouver quelque chose de précieux, et j'abandonnerai à la philosophie rationnelle d'en faire un système. Nous sommes donc au tout début des pensées philosophiques et l'ouverture a valeur de manifeste. C'est le début de la première pensée. On déclame sans fin contre les passions. On leur impute toutes les peines de l'homme et l'on oublie qu'elles sont aussi les sources de tous ses plaisirs. Donc, l'apologie des passions dans les 6 premières pensées participe de la critique religieuse. On le sait, la morale chrétienne les présentait les passions comme la cause de toutes les chutes. Pour Pascal, par exemple, elles font obstacle à la foi. Alors, je vais maintenant essayer de vous passer le texte. Je ne suis pas très bon avec Zoom. Je crois que c'est bon. Hein. Oui, ça marche. Tout Oui, le oui. monde voit le texte de C'est Pascal. bon. Bon. Donc voilà, Fait. Pascal donc écrit, par exemple, « Apprenez au moins que votre impuissance à croire, puisque la raison vous y porte, et que néanmoins vous ne le pouvez, vient de vos passions. » Puis Descartes s'en défiait aussi un petit peu, même s'il est le premier à avoir tenté une réhabilitation scientifique des passions dans son traité sur les passions de l'âme, 1649. Et dans une lettre qui sert ordinairement de préface au traité, Descartes déclare qu'il n'étudiera les passions qu'en physicien et non en orateur ou en philosophe moral. Ces orateurs ou moralistes sont exactement les mêmes que ceux qui, dira Diderot, je cite, déclament sans cesse contre les passions. Donc tous deux, Descartes et Diderot, visent les philosophes, les moralistes et hommes d'église qui déprécient les passions parce qu'ils les considèrent comme des émotions aveugles, irraisonnables, qui empêchent le plein exercice de la raison. Dire qu'il n'étudiera les passions qu'en physicien, c'est-à-dire du point de vue scientifique et non en philosophe moral, est une prudence de la part de Descartes. Il craint, en présentant son ouvrage comme un traité de morale, ce qu'il est en effet, ce qu'il est aussi un traité de morale, mais il ne le présente pas comme un traité de morale parce qu'il craint de déplaire aux autorités. Le mot passion, d'ailleurs, vient du latin patior, qui signifie subir, être passif. Donc, selon Descartes, une passion de l'âme est le résultat d'une action du corps sur l'âme. Descartes distingue d'ailleurs 6 passions primitives, l'admiration, l'amour, la haine, le désir, la joie, la tristesse, et de ces 6 passions, il déduisait toutes les autres. L'ouvrage de Descartes connaîtra une postériorité matérialiste, comme par exemple chez La Métrie et chez Diderot. Donc, contrairement à Descartes, qui estime que les passions, je cite, sont toutes bonnes dans leur nature,
Les passions, et en particulier la passion charnelle, sont mal vues par la religion chrétienne, qui les considère comme le symptôme d'une forme d'esclavage, de servitude et de soumission au corps. Je sais, excusez-moi, comment est-ce que je passe là? Voilà. Donc, vous avez là une citation tirée de La Religion vengée, c'est un périodique. Je sais, écrit donc l'auteur de La Religion vengée, que les orateurs chrétiens, lorsqu'ils tombent dans la chair de vérité, ne les envisagent guère que de la sorte, c'est-à-dire du mauvais côté, comme dit Diderot. Et pourquoi cela? Parce que l'abus des passions est infiniment plus commun que leur usage légitime. Combien de gens qui s'abandonnent sans réserve à des passions proscrites par les lois évangéliques en comparaison de ceux dont les passions se conforment à ces lois. Le problème, c'est qu'il y a une infinité de passions proscrites en face de passions conformes aux lois évangéliques. Très tôt, le christianisme a élaboré une doctrine de mépris du monde, a prêché le renoncement à la chair et à ses exigences. Et aux exigences donc de la nature, on a opposé des règles d'ascèse, de pureté et de sainteté. Dans l'entretien d'un philosophe avec la maréchale se prive de certains plaisirs, les petites douceurs, comme elle dit, pour se rapprocher de Dieu. Et puis, toujours dans le même texte, nous sommes à l'autre bout de l'œuvre de Diderot, les passions sont dangereuses et peuvent conduire en enfer, comme le montre l'exemple de la voisine de Diderot, du personnage Diderot, dans l'entretien, cette voisine qui a la gorge, c'est-à-dire la poitrine, aussi bien qu'il est possible de l'avoir, et qui n'est pas fâchée qu'on s'en aperçoive. Comme le dit Diderot, en suscitant chez les hommes un désir défendu et les expose à la damnation éternelle. Les pensées philosophiques commencent là où Voltaire s'est arrêté 12 ans plus tôt à l'Antipascal. L'Antipascal, c'est la 25e lettre philosophique que Voltaire a publiée en 1734 et qui lui a valu un deuxième exil. Voilà ce qu'écrivait Voltaire au début de la 25e lettre philosophique de l'Antipascal. Il me paraît qu'en général, l'esprit dans lequel M. Pascal écrivit ses pensées était de montrer l'homme dans un jour odieux. Il s'acharne à nous peindre tous méchants et malheureux. Il dit éloquemment des injures au genre humain. J'ose prendre le parti de l'humanité contre ce misanthrope sublime. J'ose assurer que nous ne sommes ni si méchants, ni si malheureux qu'il dit. Alors, la raison pour laquelle je vous ai donné cette citation, c'est aussi parce qu'il y a deux mots, le mot injure et le mot sublime, qu'on retrouvera dans la première pensée philosophique de Diderot, et ça n'est peut-être pas un hasard. Il y a peut-être bien un lien, Diderot indique peut-être discrètement un lien qui le relie à l'Antipascal de Voltaire. Vous avez une autre citation juste au-dessous, tirée encore de Pascal, où il écrit en particulier: cette guerre intérieure de la raison contre les passions a fait que ceux qui ont voulu avoir la paix se sont partagés en deux sectes. Les uns ont voulu renoncer aux passions et devenir Dieu, les autres ont voulu renoncer à la raison et devenir bêtes brutes. Mais ils ne l'ont pu ni les uns ni les autres. Et la raison demeure toujours, qui accuse la bassesse et l'injustice des passions et qui trouble le repos de ceux qui s'y abandonnent. Et les passions sont toujours vivantes en ceux qui y veulent renoncer. Donc dans le conflit de la raison et des passions,
Les uns ont voulu renoncer aux passions et devenir Dieu. Ils ont échoué parce que les passions sont toujours restées vivantes. Les autres ont voulu renoncer à la raison et devenir bêtes brutes, comme dit Pascal. Ben, ils ont également échoué parce que la raison est toujours là et reproche aux passions leur bassesse et leur injustice. Vous savez ici, soit dit en passant, le modèle assez fréquent chez Pascal de la double impossibilité. L'homme ne peut rejeter la raison, première impossibilité, et il ne peut rejeter les passions, deuxième impossibilité. Donc l'homme ne peut choisir l'un sans entrer en conflit avec l'autre. D'où son malheur, c'est contrariété, comme dit Pascal, c'est-à-dire opposition entre des choses contraires. Voltaire, lui, dans les lettres philosophiques, dira l'homme est pourvu de passion pour agir et de raison pour gouverner ses actions. Si l'homme était parfait, il serait Dieu, et ces prétendues contrariétés sont les ingrédients nécessaires qui entrent dans le composé de l'homme, qui est ce qu'il doit être. Voilà, je passe maintenant au texte d'Hydro, à la première pensée que nous allons lire ensemble. Nous avons déjà lu le début, je le relis. On déclame sans fin contre les passions. On leur impute toute la peine de l'homme et l'on oublie qu'elles sont aussi la source de tous ses plaisirs. C'est dans sa constitution un élément dont on ne peut dire ni trop de bien ni trop de mal. Mais ce qui me donne de l'humeur, c'est qu'on ne les regarde jamais que du mauvais côté. On croirait faire injure à la raison si l'on disait un mot en faveur de ses rivaux. Cependant, il n'y a que les passions, et les grandes passions, qui puissent élever l'âme aux grandes choses. Sans elles, plus de sublime, soit dans les mœurs, soit dans les ouvrages. Les beaux-arts retournent en enfance et la vertu devient minutieuse. Donc Diderot est d'accord avec Voltaire, raison et passion ne s'opposent pas, elles ne sont pas rivales, elles se complètent. Cette revalorisation des passions, je l'ai dit, n'est pas neuve. Déjà Descartes avait proposé d'utiliser les passions plutôt que de les vaincre ou de les mater. Les passions, comme la raison, font partie de la nature humaine, de la constitution de l'homme, comme dit Diderot. Elles sont la source de tous ses plaisirs et contribuent par voie de conséquence à son bonheur. Le mot bonheur, d'ailleurs, apparaît dans la pensée 4. Il ne faut pas dévaloriser les passions. Diderot commence son livre par une accumulation de verbes dépréciatifs qui s'attaquent aux contempteurs des passions. Les contempteurs des passions, ces orateurs et philosophes dont parlait Descartes, ils déclament. Alors, déclamer signifie invectiver, parler avec chaleur contre quelqu'un ou contre quelque chose. Et dans ce mot, dans ce sens, le mot déclamer est péjoratif. Donc, les contempteurs des passions déclament, ils imputent, sous-entendu à tort, ils oublient. En face, vous avez l'auteur qui dit « je » et qui éprouve une réaction de rejet quasi passionnel face à la mauvaise foi des ennemis des passions, qui sont désignés au début de la pensée par un simple « on » impersonnel. Donc Diderot écrit « mais ce qui me donne de l'humeur ». L'humeur, c'est, vous avez là une définition du Littré, l'humeur, c'est une disposition du tempérament ou de l'esprit attribuée à la qualité des humeurs qui sont dans le corps. Donc une mauvaise humeur est une disposition chagrine, c'est une impatience. Vous avez aussi une définition du mot tempérament,
hein, qui ne signifie pas non plus au XVIIIe siècle ce qu'il signifie aujourd'hui. Le tempérament, c'est la constitution du corps, le mélange des humeurs dans le corps de l'homme. Alors les humeurs ici se comprennent dans la médecine gallienne, non, comment est-ce qu'on dit? Si, la médecine gallienne, la médecine des humeurs. Donc, au XVIIIe siècle, dit Littré, humeur se dit aussi pour mauvaise humeur, disposition, chagrine, impatience. Et Littré cite dans ce contexte la première pensée philosophique de Diderot. La mauvaise humeur est une sorte de passion qui provient d'un déséquilibre des humeurs dans le corps. Donc, la dépréciation des passions déclenche chez l'auteur des pensées une réaction passionnelle, la mauvaise humeur. Les passions ne sont pas entièrement bonnes ou mauvaises. On ne peut en dire ni trop de bien, ni trop de mal. Quand elles se manifestent de manière excessive, vous m'entendez encore parce que je viens de recevoir un message comme quoi ma connexion est instable. Oui, c'est bon, on m'entend là. Donc, quand les passions se manifestent de manière excessive, elles peuvent conduire au meilleur comme au pire. Au pire, c'est à l'enthousiasme, au fanatisme religieux. Il n'y a d'ailleurs pas d'autre fanatisme au XVIIIe siècle. Le fanatisme est forcément un fanatisme religieux. On en a un exemple dans la pensée 6 avec Pacôme qui s'est enterré dans la solitude, avec les stylites qui ont cessé d'être hommes pour être vrais chrétiens. Mais aussi avec les frénétiques de l'allée des épines, au numéro 18 de l'allée des épines dans la promenade du sceptique, vous avez des frénétiques, dit Diderot, qui se réjouissent des égratignures qu'ils ont à souffrir. Le mot frénésie au XVIIIe siècle signifie égarement d'esprit, aliénation d'esprit et fureur violente. Alors, au début du XVIIIe siècle, pour rester dans les questions du vocabulaire, au début du XVIIIe siècle, l'enthousiaste est un exalté, un fanatique religieux. Je vous renvoie dans ce contexte à la pensée 39, où Diderot écrit de manière très laconique « Le vrai martyr attend la mort, l'enthousiaste court ». Il y a bien sûr une référence qu'il faut citer dans ce contexte, c'est Shaftesbury qui a écrit en 1709 une lettre sur l'enthousiasme dans laquelle il définit cette passion, l'enthousiasme, bonne ou mauvaise, c'est selon, comme une, je cite, présence divine, un transport divin. Shakespeare, bien sûr, se réfère ici à Platon. La définition de l'enthousiasme, au sens grec, le terme présence divine, transport divin, se trouve notamment dans le dialogue Ion de Platon. Donc, si l'enthousiasme est en premier lieu l'autre nom du fanatisme religieux, Shaftesbury propose aussi ce qu'il appelle un noble enthousiasme, qu'il définit comme ce qui exprime le sublime dans les passions humaines. Et Shaftesbury énumère alors, je cite, les héros, hommes d'État, poètes, orateurs, musiciens et même les philosophes comme participants de cette passion du noble enthousiasme. Diderot, lui, parle du sublime dans les mœurs et dans les ouvrages. Donc, il ne parle pas des hommes, des créateurs, des hommes politiques, il parle du sublime dans les mœurs, dans les actions et dans les ouvrages. Donc, pas de grandes actions, pas de grandes œuvres sans grande passion, sans bon enthousiasme. Finalement, en fin de compte, l'enthousiasme, c'est comme le cholestérol. Il y a du bon, mais il ne faut pas en abuser.
au moment où écrit Diderot, le mot sublime est synonyme de haut ou de relevé. Je cite le dictionnaire de l'Académie française qui donc définit le sublime par « il n'a d'usage que dans les choses morales ou qui regardent l'esprit ». La notion de sublime a une tradition que je voudrais mentionner en une minute. Elle a été introduite par Boileau dans sa traduction du traité du sublime du pseudo-Longin, traduction parue donc en 1674. Donc ce traité du sublime a été attribué à un certain Longin, puis on s'est rendu compte que ce n'était pas lui l'auteur, donc on parle du pseudo-Longin. Selon Boileau et selon son modèle latin, le sublime est cet extraordinaire et ce merveilleux qui frappe dans les discours et qui fait qu'un ouvrage enlève, ravit, transporte. Le sublime se peut trouver dans une seule pensée, dans une seule figure, dans un seul tour de parole. Et Boileau va donner un exemple, il en donne plusieurs, mais il y a un exemple qui est particulièrement frappant, qui va toujours être cité tout au long du XVIIIe siècle. Donc, un exemple du plus grand sublime dans le discours, dans la littérature en quelque sorte, c'est la fameuse réplique du vieil Horace dans la tragédie de Corneille. Alors, le contexte, il y a le vieil Horace qui a 3 fils qui se battent contre 3 autres, contre des ennemis, 3 autres fils d'une autre famille. Les 2 premiers sont tués et donc le messager qui rapporte la mort de ces 2 premiers fils, il dit le troisième, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enfui. Alors le vieil Horace entre dans une colère noire et le messager dit que voulez-vous qu'il fit contre 3? 1 contre 3, et le père du fils qui s'est enfui dit qu'il mourut. Ça, c'est du plus grand sublime. Et puis, au cours du XVIIIe siècle, le terme, la notion de sublime change de signification, notamment en Angleterre. Et je voudrais citer dans ce contexte un ouvrage fondamental de Edmund Burke, A Philosophical Inquiry into the Origin of Our Ideas of Sublime and Beautiful. Excusez mon accent. Cet ouvrage de 1759 donc, a été traduit en 1765 sous le titre « Recherche philosophique sur les idées que nous avons du beau et du sublime ». Diderot a lu cet ouvrage et il y a toute une réflexion sur le sublime qui s'engage chez Diderot à partir de sa lecture de Burke. Et dans le salon de 1767, il donne lui-même une définition du sublime qui ne correspond plus à celle de Boileau. Il écrit tout ce qui étonne l'âme, étonner dans le sens de provoquer une commotion, une vive émotion, tout ce qui étonne l'âme, tout ce qui imprime un sentiment de terreur, conduit au sublime. Revenons maintenant au sublime dans l'acception de Boileau. En 1686, le père Rapin introduit la notion de sublime dans les mœurs. Alors, chez Boileau, nous avions le sublime dans le discours, c'est-à-dire dans la littérature, avec l'exemple que je vous ai donné. Le père Rapin introduit la notion de sublime dans les mœurs, dans son ouvrage Du grand ou du sublime dans les mœurs et dans les différentes conditions des hommes. Les mœurs, c'est-à-dire les actions. Il n'y a pas seulement des discours sublimes, des passages sublimes dans la littérature,
il y a aussi du sublime dans les mœurs, dans les actions. Le sublime, dit-il, j'ai oublié de noter la citation, le sublime n'est que l'effet de la grandeur d'âme qui se trouve dans les personnes extraordinaires. La grandeur d'âme qui se trouve dans les personnes extraordinaires. Donc le sublime n'est pas seulement dans le discours, il est aussi dans les actions. Chez Diderot, le sublime se rencontre dans les beaux-arts, le discours, si vous voulez, et les grandes choses, les actions. Donc, ce sont les passions. Ce sont les passions, chez Diderot, qui élèvent l'âme aux grandes choses. Sans les passions, la vertu devient minutieuse. Le mot minutieux est encore très récent à cette époque et il est péjoratif. Après le dictionnaire de l'Académie, il signifie ce qui s'attache aux minuties. Alors, les minuties sont des bagatelles, des détails. Donc, minutieux signifie qui s'attache aux minuties, à des bagatelles, et y donne trop d'attention. Dans l'encyclopédie, les caractères minutieux sont nés pour se tourmenter eux-mêmes. C'est l'article minutieux. Et pour tourmenter les autres à propos de rien. Donc, comme chez Descartes, la question des passions touche de près à la morale. Le caractère vertueux d'une action dépend du degré de passion qu'il inspire et non pas d'une quelconque loi évangélique. Autrement dit, la morale chrétienne s'attache trop aux bagatelles au lieu de valoriser les grandes actions qu'elles obéissent ou non à la loi évangélique. Je passe aux pensées suivantes. Les pensées 2 à 6, sous couvert d'analyser les différents états des passions, proposent en réalité une nouvelle conception de la vertu. Donc nous sommes bien dans le domaine de la morale. Pensée numéro 2, les passions sobres font les hommes communs. Si j'attends l'ennemi, c'est-à-dire au lieu d'aller au combat, si j'attends l'ennemi prudemment, quand il s'agit du salut de ma patrie, je ne suis qu'un citoyen ordinaire. Mon amitié n'est que circonspecte si le péril d'un ami me laisse les yeux ouverts sur le mien. La vie m'est-elle plus chère que ma maîtresse? Je ne suis qu'un amant comme un autre. Donc là, il s'agit du sublime dans les mœurs. Les passions et les actions qu'elles inspirent peuvent être sobres, ce qui est le cas des hommes communs, ou plus précisément, Diderot écrit « Les passions sobres font les hommes communs ». Donc notre conduite vertueuse ou vicieuse, selon la terminologie morale, notre conduite n'est pas le résultat de notre volonté, du libre arbitre, elle est déterminée en quelque sorte par nos passions, dont la plus commune et élémentaire est l'amour-propre. L'homme ordinaire préfère sa vie au salut de sa patrie, à son ami et à sa maîtresse. Donc vous voyez, tout est mis dans le même sac. C'est quand même très très pertinent. Impertinent. Tout est mis dans le même sac, le patriotisme, l'amitié et l'érotisme. Un adversaire des pensées philosophiques, parce que vous l'avez peut-être lu quelque part, les pensées philosophiques non seulement ont été brûlées, elles ont causé un très grand scandale et suscité de très nombreuses réfutations. Il y en a un qui s'appelle Formé, dont il a déjà été question, qui a écrit des pensées chrétiennes. Et dans ces pensées chrétiennes, Formé écrit ce n'est pas la modération ou la violence des passions
qui les rend plus ou moins recommandables, mais c'est l'application que l'on fait aux objets auxquels elles se rapportent. Les circonstances décident de leur mérite apparent ou réel. Donc tous les objets ne méritent pas un même degré de passion. Il y a une différence de valeur entre le patriotisme, l'amitié et le désir sexuel. Et l'homme raisonnable doit diriger ses passions en fonction de ces objets. Une action vertueuse consiste à choisir librement, dans telle situation donnée, l'amitié de préférence à l'amour-propre ou à la libido. Et les vicieuses, l'action, quand on choisit de sacrifier sa vie à sa maîtresse. Chez Diderot, ce sont les passions qui sont valorisées, pas les objets. Sacrifier sa vie pour sa maîtresse mérite autant le respect que le sacrifice pour la patrie. Et on peut d'ailleurs ajouter aussi l'amour de Dieu. Et l'auteur de la religion vengée l'a bien compris quand il dit, c'est la citation suivante, « Vous voyez que l'auteur applaudit à ses amants insensés à qui leurs maîtresses sont plus chères que la vie. » Donc ce qui compte, c'est l'intensité de la passion qui porte l'homme aux grandes choses. Passons à la pensée 3. Je lis. Les passions amorties dégradent les hommes extraordinaires. La contrainte anéantit la grandeur et l'énergie de la nature. Vous voyez cet arbre, c'est au luxe de ses branches que vous devez la fraîcheur et l'étendue de ses ombres. Vous en jouirez jusqu'à ce que l'hiver vienne les dépouiller de sa chevelure. Plus d'excellence en poésie, en peinture, en musique, lorsque la superstition aura fait sur le tempérament l'ouvrage de la vieillesse. Donc la pensée 2 traitait du sublime dans les mœurs, la pensée 3 traite maintenant du sublime dans les ouvrages. Sans passion, pas de sublime dans les ouvrages. Alors, les passions amorties, dit Diderot, dégradent les hommes extraordinaires. Amortir, c'est-à-dire faire mourir une passion et le fait d'une contrainte. Comme Diderot l'explique immédiatement après, une contrainte imposée par la superstition, c'est-à-dire la religion. Au XVIIIe siècle, dans la critique philosophique, le mot superstition est synonyme de religion, et en particulier de religion chrétienne. Donc c'est la religion qui vieillit, en quelque sorte, prématurément les grands hommes en réfrénant leur passion. Les exemples donnés par Diderot, la poésie, la peinture, la musique, concernent donc les beaux-arts, les artistes, et il est probable que Diderot pense ici tout d'abord à Pascal, qui était aussi considéré comme un grand auteur, Pascal et Racine, dont le génie a été bridé, on le sait, par la superstition. Donc, amortir les passions des artistes, faire l'ouvrage de la vieillesse sur leur tempérament, c'est agir comme l'hiver qui dépouille les arbres de leur chevelure et nous prive de leur ombre. Passons à la pensée 4. Ce serait donc un bonheur, c'est la conclusion des pensées qui précèdent, ce serait donc un bonheur, me dira-t-on, d'avoir les passions fortes. Oui, sans doute. Si toutes sont à l'unisson, établissez entre elles une juste harmonie et n'en appréhendez point de désordre. Si l'espérance est balancée par la crainte, espérance ici dans le sens de courage, ambition, etc., si le point d'honneur par l'amour de la vie, le penchant au plaisir par l'intérêt de la santé, vous ne verrez ni libertin,
ni téméraire, ni lâche. Donc la conclusion qui semble s'imposer ici, ce sera donc un bonheur, me dira-t-on, c'est que le bonheur de l'homme est lié à la plus ou moins grande intensité de ses passions, à avoir donc des passions fortes, car les passions sont la source de ses plaisirs. Oui, sans doute dans le sens de certainement. Oui, sans doute, répond Diderot, mais à une condition. Il faut qu'elles soient à l'unisson, que les bonnes passions équilibrent les mauvaises. Diderot est bien conscient que toutes les passions ne sont pas bonnes. Les passions sont bonnes ou mauvaises, plutôt, dit les choses plus exactement. Les passions peuvent avoir des effets bénéfiques ou nocifs, et ça n'est pas exactement la même chose. Afin de ne pas tomber dans les excès, il faut tempérer, c'est-à-dire équilibrer les passions entre elles. La nouvelle morale qui s'esquisse ici n'exige pas de brider les mauvaises passions. Les mauvaises passions sont aussi dans la nature humaine, comme les bonnes. Les passions représentent une force primaire dans l'homme. Il faut trouver une juste harmonie, le juste tempérament entre les passions. Épicure avait proposé une bonne gestion des plaisirs. Diderot propose ici une bonne gestion des passions. Mais c'est bien sûr à peu près la même morale eudémoniste. Pas de bonheur sans plaisir, pas de plaisir sans passion. Mener une vie de débauché, pourquoi pas, mais faire attention quand même à sa santé. Alors Voltaire, qui a deux reprises, annoté les pensées philosophiques de Diderot, nous avons deux exemplaires avec des annotations. Ici, donc, sur le ton de l'ironie, Voltaire a noté en marge de son exemplaire, je cite, « Alors ce balancement et sagesse, il exclut l'enthousiasme. » Voltaire a bien mis le doigt là où ça fait mal, en quelque sorte. Le tempérament, la bonne gestion des passions, en fin de compte, exclut l'enthousiasme en faveur duquel Diderot venait quand même de rompre une lance. Alors, le tempérament des passions exclut le sublime qui ne se manifeste que dans les passions fortes. Donc, il y a là peut-être un paradoxe entre la liberté des passions et leur harmonie. Le génie, le grand homme, ne bride pas, ne tempère pas leur passion. Passons à la pensée numéro 5, très court aussi. Gerhard, Oui, et après, il va falloir conclure parce qu'on est déjà à 40 minutes là. c'est pas vrai. Ah, si. On peut la retourner. Oui, alors je peux peut-être conclure, excusez-moi, Non, c'est pas grave. je ne me rendais vraiment pas compte. Je vais conclure par deux points. Le premier, c'est Diderot est un très grand écrivain français. C'est une banalité, mais c'est un aspect qu'il ne faut pas négliger lorsqu'on étudie son œuvre philosophique. Vous n'avez pas affaire à des textes traduits du grec, du latin, de l'allemand, que sais-je, mais à un texte écrit en français classique où chaque mot est à sa place et a une signification précise. Donc il n'y a pas que les concepts chez Diderot, il y a aussi les mots, sans parler de la forme qui informe, qui précise le contenu. J'ai voulu montrer au cours de cette communication qu'il faut être particulièrement attentif aux mots utilisés par Diderot. Il ne faut pas hésiter à vérifier leur signification dans un dictionnaire d'époque. Puis mon deuxième point, c'est que Diderot nous présente entre les lignes une nouvelle morale, une morale universelle. Ça, je n'ai pas pu développer, mais je vais le dire dans ma conclusion. Donc, une morale universelle, c'est dans la pensée 6, qui est opposée aux morales particulières, spécialement à la morale chrétienne.
Et vous trouvez un écho à cette opposition entre morale universelle et morale particulière dans le supplément Voyage de Bougainville, avec notamment la théorie des 3 codes. Et puis, pour terminer, Diderot a fait la deuxième partie du traité des passions. Alors que Descartes parlait uniquement en physicien, Diderot a parlé en philosophe moral, et ce qu'il disait n'était pas du goût des autorités. Le fantôme de Descartes est décidément partout. Je vous remercie. Merci beaucoup, Gerhard, pour cet examen suivi des 6 premières pensées philosophiques. Alors, je vais regarder si on a des questions. Je crois que oui. Alors, Léo qui demande y a-t-il une évolution de la pensée de Diderot ou peut-on concilier la pensée 4, à savoir que c'est un grand bonheur d'avoir les passions fortes, avec le passage du rêve de d'Alembert où Boerdeux affirme qu'une grande sensibilité est la qualité dominante des êtres médiocres, et où on lit « Le grand homme, s'il a malheureusement reçu cette disposition naturelle, s'occupera sans relâche à l'affaiblir. Peut-être ce n'est pas… » Ah, j'arrive plus à lire. Ce n'est pas Boerdeux qui exprime la pensée de Diderot, mais dans le paradoxe sur le comédien, c'est aussi la maîtrise qui semble primer sur les passions. Oui, certainement, il y a une évolution. Vous remarquerez quand même que dans le rêve d'Alembert, les questions de la sensibilité, ce qui n'est pas exactement la même chose que les passions dont il est question ici. Mais on peut rapprocher, si on veut, les deux choses. Encore une fois, ça n'est pas la même chose. Diderot a effectivement varié par rapport à la sensibilité. La sensibilité a d'abord été caractérisée, a d'abord été considérée comme une très bonne chose par Diderot. J'ai fait allusion par exemple à son théâtre, où vous avez des hommes et des femmes extrêmement sensibles. Et Diderot considérait que cette sensibilité est une bonne chose. Et puis, donc, dans le rêve d'Alembert et dans le paradoxe sur le comédien, Diderot a l'air de déprécier la sensibilité. Alors oui, premièrement, effectivement, Boerdeux est le porte-parole de Diderot, enfin, est l'un des porte-paroles de Diderot dans les rêves, tout comme l'est d'ailleurs d'Alembert rêvant. Et là, il faudrait vraiment entrer dans le texte, je n'ai pas le temps de le faire. De quoi s'agit-il dans les paradoxes, dans le rêve d'Alembert Il s'agit de la sensibilité quand elle est extrême. Comme dit Boerdeux ou Diderot, quand la sensibilité est extrême, et là, Diderot retrouve en quelque sorte la dépréciation classique des passions au sens large, aussi comme l'imagination et la sensibilité, parce qu'elle empêche de réfléchir. Quand on est sous le coup de la sensibilité, on ne réfléchit plus. Et Boerdeux cite dans ce contexte le grand homme, qui a à peu près 40 ans, donc vous avez encore un peu de temps, le grand homme qui est capable de maîtriser, ce n'est pas un être insensible, mais le grand homme est capable de maîtriser sa sensibilité lorsqu'il s'agit de politique, le grand homme d'État par exemple, de politique, mais aussi d'art. Lorsqu'on écrit, lorsqu'on crée, il faut laisser de côté la sensibilité. Diderot dit, en substance, je crois que c'est dans le comédien, dans le paradoxe, on sent d'abord et on écrit ensuite. Mais on n'écrit pas sous le coup de la sensibilité parce que ce qu'on produit alors est mauvais. Même chose pour le comédien. Un comédien qui vient de perdre son fils et qui joue un père qui a perdu son fils, ce sera moins bon, voire carrément mauvais, que celui qui a observé les hommes et les femmes qui ont perdu leur enfant et qui, à partir de ces observations, a su se construire ce modèle idéal, etc. Donc, la sensibilité est effectivement, je ne dis pas mauvaise, mais elle convient davantage,
je le dis avec un grand sourire, à Julie de Lespinasse, hein, qu'au grand homme, au grand médecin, au grand, etc. Donc, l'essentiel, hein, c'est dans certaines circonstances, dans les circonstances importantes, mais dans la création aussi, de maîtriser sa sensibilité, et cela est également vrai pour les patients. Merci. Après, il y a Sophie qui voulait poser une question sur la typologie des patients. Non, mais Alors, donne la priorité aux questions des étudiants, excuse-moi. ok. Alors, en dessous, alors peut-être une question trop large, mais dans quelle mesure peut-on rapprocher la pensée de cette nature humaine de Diderot de celle de Spinoza quand on parle de détermination des passions présentes dans la nature humaine et de la critique de la superstition? Oula, oui, en effet, c'est une question un peu large et surtout qui touche à Spinoza. Bon, je ne vais pas pouvoir y répondre en particulier, juste 2 ou 3 jalons. Curieusement, enfin, c'est le programme de l'agrégation qui est fait ainsi, c'est que les grands textes de morale, hein, de Diderot en sont quasiment absents. Notamment la lettre à Landois et d'autres textes. Le neveu de Rameau, Jacques le Fataliste. Alors, dans Jacques le Fataliste, il y a la mention de Spinoza. Spinoza est rarement mentionné dans l'œuvre de Diderot, même si on peut dire qu'il se considérait comme néo-spinozisme. Là, il faudrait définir aussi ce qu'on entendait par là au XVIIIe siècle. Les matérialistes autour de d'Holbach, Diderot, considérés parfois comme néo-spinozistes, mais c'est un néo. Donc le spinozisme classique, tel que Diderot le connaissait, notamment à travers la lecture de Bayle, Diderot n'a pas, quasiment personne n'a lu l'éthique au XVIIIe siècle dans les textes. Même si le texte était disponible, les autorités ont tout fait pour qu'on ne puisse pas y avoir accès. Donc l'approche de Spinoza est biaisée au XVIIIe siècle, mais il y a une critique de Spinoza dans Jacques le Fataliste, avec notamment ce déterminisme. Diderot est moins déterministe que Spinoza, en tout cas ce que Diderot croyait avoir compris de Spinoza, et c'est un très très vaste débat, ce que c'est que le fatalisme, le déterminisme, le spinozisme, mais en tout cas il y a, en ce qui concerne la nature humaine, chez Diderot, chez Diderot, il y a quand même une possibilité de liberté, non pas libre arbitre, Diderot rejette complètement le libre arbitre, la question n'est pas là, mais le déterminisme, ce qu'on appelle le déterminisme à partir du 19e siècle, chez Diderot, est beaucoup moins prégnant que chez Spinoza. D'accord. Ben, merci beaucoup, Gerhard. On va pouvoir passer du coup à la communication suivante, qui sera